Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité de la semaine sur Canal International pour cette autre reprise, un casting agréable. Je suis certaine que vous allez aimer à la maison puisque l'actualité nous l'impose. Finalement, pour les défis géostratégiques mondiaux actuels, c'était important pour nous d'inviter un expert. Simon Pascal Alain Andy, diplômé en sciences politiques, relations internationales et études stratégiques de l'IRIS à Paris. Nous avons le plaisir de l'avoir et vous allez le découvrir juste dans quelques instants. Alors, Simon Pascal, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je suis relativement dubitatif, mais en même temps dans une forme de grande excitation sur le plan professionnel parce que le frémissement, c'est-à-dire la dislocation de l'ordre international injuste établi en 1945, est en train de connaître un chambardement inédit et cette fragmentation de l'ordre politique pour les observateurs donne matière à réfléchir, à penser. Et donc, dans cet exercice, dans ce moment des changements qui sont d'ailleurs immunisés contre toutes les formes de marche arrière, l'Afrique doit enfin sortir du menu pour s'asseoir à la table et articuler une vision dense et profonde de sa place et de sa juste place dans ce monde nouveau qui émerge. C'est vrai que vous avez déjà embrayé sur la thématique de notre entretien, mais je voudrais d'abord qu'on reste sur votre personne. Je disais tantôt que vous êtes diplômé en sciences politiques, relations internationales et études stratégiques de l'IRIS à Paris. Est-ce responsable des affaires politiques durant pratiquement une vingtaine d'années aux Nations Unies, ancien chercheur associé de la Harvard Kennedy School. S'il y avait quelque chose à rajouter? Disons que dans le cadre des médiations que j'ai fait, j'ai fait ma formation sur la négociation à la Harvard Law School, le Program of Negotiation, avec Roger Fisher, qui était l'inventeur de Principled Negotiation, c'est-à-dire getting to yes without giving in. C'est-à-dire il a mis en place la structure et la technique qui permet d'arriver à des accords qui sont durables. Et donc il avait cette technique qui consistait à prendre en compte les griefs fondamentaux des parties, en compte de séparer les personnes des problématiques pour arriver à articuler des accords justes et équitables. Et je viens donc de ce moule-là de la Harvard Law School qui a été renforcé par les Nations Unies, d'abord le département des affaires de désarmement, où je commence ma carrière de manière fortuite au moment où il y a la guerre de l'Irak, ensuite le Conseil de sécurité, le département des affaires politiques et un certain nombre de conflits à la fois de basse intensité, de haute intensité, dans lesquels j'ai été amené à être à la fois un négociateur de pointe, mais aussi dans la production d'analyses politiques pointu sur les grandes questions politiques de leur domaine. Vous faites bien de parler de conflit, parce qu'actuellement, le monde entier est secoué par le conflit russo-ukrainien. Et à ce moment, on a vu les leaders africains se déplacer pour un plan de paix africain proposé par Poutine et rejeté par Zelensky. Vous, à votre niveau, c'est louable de voir des chefs d'État africains laisser leur continent avec tout ce qu'il y a comme difficulté et se retrouver de l'autre côté pour essayer d'être des médiateurs? Disons que faire un plan de paix, s'il faut contextualiser, le plan de paix fait partie, les éléments qui composent le plan de paix font partie du réservoir immense de la haute technologie de réparation des sociétés fracturées. Donc pour mettre en place un plan de paix sur le plan technique, ce n'est pas vraiment difficile. Ce qui est difficile par la suite, c'est les arbitrages politiques pour faire accepter tel ou tel aspect du plan de paix. Et dans ce sens-là, on peut effectivement dire que l'initiative africaine était louable. Elle s'inscrit dans un contexte où jamais dans la conflictualité contemporaine, on avait vu des gens aussi amoureux de la guerre, aussi amoureux du conflit, de sorte que être pour la paix était jugé comme une forme de trahison.
Et donc, dans cette fièvre de la guerre qui s'est emparée de tout l'Occident, il est tout à fait important que des initiatives émergent ici et là. Mais malheureusement, l'initiative africaine, nous-mêmes, on a fait au HCCP Global Think Tank, qui est le think tank que je dirige, un plan de paix en août 2022. L'initiative africaine s'inscrit dans un contexte de déconsidération générale de l'Afrique. Et cette absence de crédibilité, ce déficit de légitimité sur le plan international faisait de cette initiative effectivement une initiative qui était étouffée dans l'œuf dès le départ à cause de ce ressentiment historique qui vient du fait que le noir a toujours été le porteur universel de l'injure publique. Depuis des siècles, depuis l'esclavage et depuis la colonisation. Mais est-ce que vous comprenez la réaction des uns et des autres sur le fait qu'on a d'abord sur le continent africain de sérieux problèmes à résoudre et on n'a pas vu cette mobilisation des chefs d'État africains au point de traverser maintenant la frontière pour aller de l'autre côté prêcher quelque chose qu'on n'a pas sur notre continent? Il y a une expression anglo-saxonne qui dit que you can chew gum and walk, c'est-à-dire que vous pouvez mâcher le chewing-gum et marcher en même temps. Je pense que les Africains doivent aujourd'hui s'approprier la totalité de la sphère internationale et des problématiques qui s'opposent au monde en tant que partie prenante de la globalité, de la mondialité, et non plus comme des externalités qui sont des réceptacles, des récipiendaires des idées des autres. Et donc cette capacité à l'action, cette capacité à intervenir et à faire entendre la voix de l'Afrique me semble faire partie de la dynamique de transformation radicale de notre posture sur la scène internationale. Alors que cela soit pris en compte ou pas, l'Afrique aura parlé. Mais elle n'est plus aujourd'hui à la ramasse en train de commander un siège au G20, de commander 2 sièges au siège de sécurité, ainsi de suite. Donc je pense que, quelle que soit la déconsidération et le ridicule et la caricature dont sont affublés les chefs qui sont allés là-bas, moi-même j'ai envoyé la structure, le corpus d'un plan de paix au président Ramaphosa avant ce départ par le canal de son ambassade. Donc il faut que nous prenions de plus en plus cette posture agressive dans le domaine des relations internationales, si nous voulons d'abord assurer que l'on nous respecte et si nous voulons ce que nous appelons notre plan global stratégique vis-à-vis du monde, c'est de s'asseoir enfin à la table à manger. Puisque vous qui êtes une dame, vous savez que lorsque 2 ou 3 de vos copines vont dîner sans vous, c'est vous qui êtes sur le menu. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de Ramaphosa. Pour le moment, Poutine est visé par la Cour pénale internationale et il a du mal à mettre cela sur pied pour le sommet Russie-Afrique qui arrive dans quelques jours. Il reste prudent sur la question. Oui, mais je veux dire, la formation des BRICS fait partie de cette fragmentation initiale dont nous avons parlé. Je pense que ce mouvement est tout à fait irréversible. Je pense aussi que les structures de l'ordre de 1945, fondées sur l'inéquité, sur l'injustice, sont aussi en train de s'étioler progressivement. Et leur légitimité à la face du monde, leur caractère profondément injuste éclate lorsque il y a comme ça des mises en cause et l'instrumentalisation de la justice internationale au profit d'intérêts politiques partisans ou nationaux. Et c'est là où je pense que l'Occident fondamentalement fait une erreur, c'est de ne pas s'ajuster, de s'arrimer à ce mouvement, cette bourrasque, ce mugissement d'une revendication, d'une lamentation profonde des mondes du Sud qui veulent enfin avoir une respiration sur la scène internationale et pouvoir être maîtres de leur destin. Et que plus le schisme entre la Russie et le reste des tenanciers ou des tenants de l'ordre de 45 va s'agrandir, plus il y a des chances qu'il y ait aussi dans le grand Sud global, qui est une autre formulation. Mais selon vous, ce sera possible pour Ramaphosa d'exécuter, d'arrêter Poutine, pour dire parler plus simplement? Non, je pense que d'abord en Afrique du Sud, vous avez vu la déclaration de Malema qui proposait d'aller chercher Poutine à l'aéroport. Je pense que
si on a deux neurones connectés depuis la naissance, arrêter un chef d'État qui est à la tête d'une puissance qui dispose de 8500 têtes nucléaires est quand même une aventure assez risquée, sinon suicidaire. Donc je pense que même sur le plan de la dissuasion, il n'est pas possible de pouvoir arrêter Poutine, même pour l'équilibre et la stabilité internationale. Si nous voulons sortir du désordre actuel et réorganiser, restructurer l'ordre mondial sur une base équitable, je pense que des arrestations de ce type-là doivent être mieux pensées. Mais on a vu Prigojine aller un peu tenter d'aller vers Moscou, oui, au point où les médias français ont commencé toute la journée à nous dire Poutine se cache, oui, Wagner c'est devenu problématique, y compris pour déjà son positionnement même sur la scène africaine. Oui, on est maintenant dans le nuage de la propagande, des contre-vérités. Je pense que s'agissant de cette tentative de coup avorté, tout ce que l'on peut dire maintenant relève de la spéculation. Et comme vous le savez très bien, la spéculation, c'est la fille adultérine de l'ignorance et de l'absence d'information. En tous les cas, il me semble, sur le plan des faits, totalement impossible de déstabiliser un pays sur 11 fuseaux horaires avec 25 000 hommes, alors que cet État dispose de 850 000 hommes. Il y a des éléments qui laissent à penser que ce serait une mise en scène poutinesque, pour dire le moins. Mais je ne pense pas que le monde ait intérêt à une certaine dislocation de la Russie. Je pense qu'il faut aller à la paix. Il faut aller à la paix maintenant, restabiliser les relations internationales et introduire une dose de représentativité et de démocratie dans la gestion des questions intergouvernementales qui jusque-là étaient le monopole de l'Occident. Et cette situation a d'ailleurs impacté le continent africain. On parle de crise alimentaire, on parle de la pauvreté ambiante, au point où des chefs d'État se sont retrouvés à Paris il y a quelques jours pour essayer de trouver des financements pour lutter contre la pauvreté et même la crise climatique. Vous, en tant que géostratège, vous avez une vision globale. Est-ce que c'était réel ce qui s'est passé à Paris? D'abord, je pense qu'il faut une déconnexion entre la crise de l'Ukraine et les supposées crises alimentaires que l'on a pu observer. On établit toujours le lien. Oui, on établit les liens, mais je pense que cela nous pose une question et nous donne l'opportunité de la réflexion. Est-ce qu'un continent de 30 millions de kilomètres carrés doit aller commander sa pitance à deux pays en conflit qui se trouvent dans une sphère où d'ailleurs les conditions climatiques sont si sévères que ce n'est pas à eux d'être le grenier de l'Afrique. Et donc je pense que quel que soit ce qui arrive en Afrique, nous devons avoir les moyens endogènes d'articuler des politiques agricoles de sécurité alimentaire qui permettent qu'il y ait 2 poulets dans chaque marmite et un toit sur chaque maison. Je ne crois pas que cette crise-là, et je pense qu'il y a une instrumentalisation qui permet enfin d'avoir une surenchère sur les prix. Vous avez vu que lorsque les premiers bateaux de céréales ont été libérés, c'est une partie infinitésimale qui s'est dirigée vers l'Afrique. Et donc, je pense que c'est un grand canard. D'où le cri des leaders africains de parler d'inégalité pour ce qui est de la vision des grandes puissances concernant les petites puissances, les pays en voie de développement. Oui, mais je pense qu'il faut... D'où cette aide publique demandée. Oui, donc je pense pour ma part que le moment est venu à la fois d'abolir l'aide publique au développement parce qu'il ne correspond à rien. Quand on fait son bilan, on arrive au fait qu'il n'a pratiquement apporté du développement nulle part. Quant à la frénésie des sommets, vous pouvez retourner, vous verrez par exemple en 2005, il y a un sommet similaire Gleneagle en Écosse où il y a eu des milliards qui ont été promis. On se rend compte qu'on est dans un empilement de grandes réunions internationales qui produit de l'argent magique et qui ne se manifeste jamais nulle part. Et lorsqu'il se manifeste même, il est resté On attend toujours les 100 milliards annoncés. Il est recyclé dans les circuits des développementalistes internationaux sans avoir un réel
impact. Donc on est là dans une politique de l'esbrouf, de l'annonce et de la production fictionnelle d'un argent qui n'a pas de temps. Et ce modèle-là aussi, nous devons y mettre. Est-ce que ce n'est pas la faute aux leaders africains qui se retrouvent toujours de ce côté-là? Dans un système d'assignation de fautes. Nous sommes des sociétés traumatisées qui sortons d'une longue nuit noire de frustration qui se sont accumulées en charges explosives et qui ont obéré notre capacité de propulsion en avant pour utiliser un langage nucléaire. Donc je pense qu'il faut être tout à fait indulgent. À la fois les conditions de gangstérisme dans lesquelles l'Afrique doit évoluer, d'intimidation, des conditions de la menace permanente. De dépendance. Mais aussi de dépendance qui nous rendent pas ou ne donnent pas la totale possibilité de profiter de la globalité des grands moyens dont nous disposons, à la fois des ressources intellectuelles, notamment... Le sol est même riche aussi. Oui, non seulement le sol est riche, mais je pense qu'il y a une incapacité à intégrer les intelligences dans des projets constructifs qui pourraient nous permettre de sortir de l'ornière. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui que l'Afrique reprenne véritablement son destin en main. C'est une opportunité historique qui ne se répétera pas. Je veux juste aller dans votre sens en disant que si on veut faire des analogies, les Africains se retrouvent aujourd'hui dans la posture de prisonniers qui voient leur geôlier s'enfuir en jetant les clés, mais qui restent dans la contemplation du pot de fleurs qu'on a mis dans leur cellule ou des objets de décoration. Et ils restent là. Donc sortir des chaînes de l'enfermement, de cette prison de la débilitation qui nous a rangés dans le camp de ceux qui ne peuvent rien, mais aussi, quand je dis reprendre son destin en main, je crois que la défaite fondamentale de l'Afrique réside dans le non-usage approprié de la parole. Dans cette Afrique qui est maîtresse de la parole et de la palabre, l'Occident nous a dominés par sa capacité de dire et la puissance de nommer. L'idée que je peux dire que vous êtes mal gouverné ou que vous êtes un pays lourdement endetté, complètement stressé, c'est quelque chose qui a du sens. Et donc cette capacité infinie que nous avons d'absorption de concepts, d'être le réceptacle, le récipiendaire de tout ce qui vient d'ailleurs, est en fait la base de la défaite qui nous empêche vraiment de construire un discours propre. Et c'est pour ça que le think tank ou les do tank sont importants comme passerelles entre l'intelligence et la pratique politique. Parce que le think tank nous permet, un, d'agir dans la pensée. Deux, l'éveil même des consciences. Oui, et d'influencer l'orientation des débats stratégiques. Et troisièmement, d'irriguer le politique, la politique, dans le cadre de la formulation des politiques publiques. Donc penser aujourd'hui est véritablement la mission première de notre continent dans ce frémissement d'un ordre nouveau qui émerge et que nous appelons de nos voeux. Au Cameroun, pour revenir dans notre pays, au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des populations qui sont prisonnières de la crise. En tant qu'expert, ça fait quand même déjà plus de 4 ans, 5 ans que ça dure, des milliers de déplacés, des milliers de morts, etc. Et même le grand dialogue national n'a pas pu régler grand-chose. Le désarmement annoncé et tout cela, toutes les mesures prises jusqu'à présent, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Je pense que si j'avais la martingale, pour résoudre une crise aussi grave, aussi blessante, parce qu'elle nous touche de près, je pense que je vais proposer, mais je veux sur le plan de la technique proposer l'idée qu'il n'y a rien de pire qu'une crise qui s'enquiste, une crise qui s'enlise, qui s'installe dans la longue durée, parce qu'elle a le potentiel de devenir une plaie purulente au cœur de la nation, de la démembrer, de la démobiliser. C'est pour cela qu'il faut immédiatement trouver une solution définitive, une fois pour toutes, à cette crise du nozo. Quelles sont les différences? Si ces différences sont des différences de langue, alors elles n'ont pas lieu d'être, donc c'est une différence cosmétique. Je pense que sur la base du dialogue national qui s'est établi, il devrait y avoir un bilan annuel des grandes conclusions
de ce qui a pu être mis en place, de ce qui n'a pas marché, mais sur la base de ça, réarticuler des propositions concrètes dans le domaine d'abord de redonner à l'État une forme de légitimité aux yeux des communautés et de transformer ces mêmes communautés en tenant précisément compte de leurs griefs. L'idée qu'il y a une écoute et que des réponses appropriées sont apportées, qui ne sont pas des réponses cosmétiques, qui ne sont pas des... On a parlé de statut spécial, on a parlé de décentralisation, ce sont des options pour permettre à ces zones-là de pouvoir se reconstruire. Oui, mais si jusque-là on n'a pas eu de solution, c'est pour ça que je dis qu'en ramassant à la fois les conclusions du dialogue national, mais en relisant de manière précise les griefs qui ont été mis sur la table par ceux qui se sont délaissés ou délaissés pour compte, on doit pouvoir réarticuler une solution dans laquelle tout le monde se ressent, enfin sans renaître le sentiment d'appartenance qui est fondamental à l'existence de toute nation. Le risque, c'est de développer une forme d'habituation à cette anormalité qui reste au cœur de nos populations. L'idée que les déplacés internes, pour 90%, se déplacent vers les zones francophones, montre bien que nous restons une communauté nationale capable de vivre les uns avec les autres. Et je pense qu'il faut actionner sur cette spontanéité, puisque dans le soir du grand malheur, s'ils ont pu retrouver refuge dans cette zone, ça veut dire que nous faisons partie d'une aventure commune. Mais nous pouvons réinventer le Cameroun ensemble, mais il s'agit vraiment de retourner sur la table, de voir quelles sont les solutions qui peuvent être appliquées, d'humaniser les acteurs, puisqu'on est maintenant dans un cantonnement, dans des positions maximalistes avec des jusqu'au-boutistes de part et d'autre. Comment trouver des poseurs de passerelles qui peuvent ramener une forme de sérénité au cœur de la relation anglophone-francophone et construire le Cameroun qui serait l'envie du monde. Vous savez d'ailleurs que le Cameroun est le premier créateur de l'Union africaine. Disons que les esquisses de ce que sera l'Union africaine ont été annoncées dans le discours de la réunification en 1961 par le président Amadou Ahidjo, qui avait là indiqué que le Cameroun, avec son bilinguisme, était la structure de base d'une future organisation de l'Union africaine. Donc il faut puiser dans les ressorts de l'histoire. Il faut puiser dans cette capacité que nous avons de transcender nos différences pour pouvoir remettre de l'ordre. Mais je pense que cette crise devrait être réglée au plus tard cette année. C'est ce qu'on espère, hein? Oui, mais je voudrais avoir de vous, hein, avant qu'on ne puisse conclure, sur le désarmement, parce que vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ce n'est pas juste de la science-fiction au regard du modèle que nous présentez? Le désarmement est une technique qui s'inscrit dans un système macropolitique. Et cela veut dire que pour qu'il réussisse, il faut qu'il y ait des partenariats internationaux pour l'assèchement en termes d'approvisionnement en armes, mais il faut aussi créer les conditions d'émergence d'un leadership de principe au sein de ceux qui ont pris les armes, pour qu'ils puissent voir qu'on peut avoir des activités qui sont différentes de l'entreprise criminelle. Ensuite, il faut que ces communautés elles-mêmes deviennent des acteurs à part entière dans la transformation radicale de leur rapport au conflit et puissent être dotés de capacités de résolution de conflits à l'intérieur. Et le plus important, que ces communautés retrouvent dans le gouvernement une forme, ou lui donnent une forme de légitimité. Et le gouvernement ne peut le faire que par une batterie d'actions qui inclut et qui incorpore ces populations dans des activités productives qui en font désormais des membres actifs de la société. Donc il y a cette coloration d'une certaine forme d'ingénierie sociale et politique qui doit être ajoutée sur la dimension purement qui consiste à ramasser des armes. D'accord. Voilà. Alors, pour terminer, ce sera votre dernière prise de parole pour conclure. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura, rassurez-vous. On est dans un monde plein de défis géostratégiques mondiaux et le souhait de chaque Africain, puisqu'on est des Africains, c'est de voir la paix, la stabilité et le développement. En tant qu'expert, comment faire
pour avoir ne serait-ce que ces piliers-là? Nous l'avons énoncé au cours de notre débat. Un, il s'agit d'abord de se réapproprier la parole pour articuler une vision qui est adaptée à la réalité des besoins et des challenges qui sont les nôtres. Les modèles de développement que nous avons adoptés nous ont démontré jusque-là qu'ils avaient des limites énormes qui ne nous permettaient pas de nous déployer. Et c'est pour ça que je pense que le reformatage de la structure de l'aide internationale est tout à fait importante. Mais le moment est propice. La possibilité que nous avons aujourd'hui avec une richesse humaine d'une incommensurable qualité. Un peu comme vous. Je ne sais pas, un peu comme vous. Oui. Si ma petite personne fait partie de ça, mais l'offre de solutions que nous mettons en place dans le cadre de ICCP Global, c'est vraiment que nous avons aujourd'hui une stratégie de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons une stratégie de la Chine vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons même une stratégie de la Turquie. Il faut que l'Afrique ait une stratégie, au moins sur l'économie, les sciences, la technologie. Il est temps d'avoir notre marché financier africain. Oui, non seulement le marché financier, mais une indépendance totale dans tous les grands secteurs et qui nous permettent de refléter la réalité et de répondre aux besoins de nos propres populations. Et c'est dans cette prise de parole que moi j'appelle vraiment the Africa to the World Framework, c'est-à-dire quelle est notre vision vis-à-vis de l'autre et donc ne pas être là simplement pour faire des sommets et agir dans le cadre des orientations qui nous ont été assignées. Nous en sommes capables, nous en avons le potentiel, mais encore une fois, il faut que la direction politique développe des mécanismes de captation et de mise en musique de la totalité des richesses que nous avons. Pour le désarmement, j'allais d'ailleurs oublier dans mes discussions, il faut une structure psychosociale extrêmement importante qui vient à la fin de la boucle pour permettre une réinsertion des individus ainsi traumatisés dans la société. Mais vous m'avez posé des questions qui étaient d'une extrême difficulté. J'essaie simplement de faire des propositions fondées sur une croyance indélébile dans notre potentiel, dans notre capacité de propulsion en avant. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. On espère que les pouvoirs publics, les leaders africains ont compris le message et notre souhait c'est d'avoir un continent qui reflète véritablement notre richesse. Simon Pascal Alain Andy, merci d'avoir accepté d'être l'invité de la semaine. C'est moi qui vous remercie et que la paix soit le point nodal à partir duquel s'articule l'ensemble de toutes ces politiques de développement dont nous venons de parler. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. Je vous reviens la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.